Billets en vente maintenant. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est Judith Gagnon de la QDR Québec. On revient tous les matins, tous les mercredis matins avec une grande fierté. Et aujourd'hui, on va avoir un beau cadeau pour vous. Vous allez voir, ça va vous faire du bien comme ça m'en fait. Mais avant d'accueillir notre personne, ressource, je vais vous dire que demain matin, à la QDR Québec, au 4600 boulevard Henri Bourassa, à 9h30, on fait un café-rencontre sur l'intimidation. On reçoit quelqu'un qui a subi de l'intimidation et on veut aussi que les gens puissent dire qu'est-ce qu'ils pensent de ça et aussi décrire leurs émotions et leurs sentiments. Vous êtes les bienvenus. Appelez pas, rendez-vous à la QDR Québec au 4600 local 120, 9h30. Vous serez bien accueillis, ça c'est certain. Alors, aujourd'hui, on est chanceux. On a quelqu'un de pas mal extraordinaire, Manon Fortin, que j'ai connu depuis quelques années. On travaillait, puis on s'est rencontrés. Manon est maintenant retraitée et elle va vous parler un peu de son parcours. Bonjour Manon. Bonjour Judith, ça va bien? Ben ça va bien, certain. Manon, j'aimerais ça que tu nous décrives qu'est-ce que tu fais à la retraite, l'as-tu planifié à l'avance, comment ça s'est passé, puis comment ça se passe pour toi? Ben d'abord, merci pour l'invitation ce matin. C'est toujours un plaisir de pouvoir faire une activité, quelque chose avec toi, Judith. Donc, la retraite. C'est sûr que quand tu m'as invité, la première question qui touche à la retraite, ça m'a amené à m'introspecter parce que au départ, je dirais que j'ai pas planifié ma retraite peut-être dans le sens conventionnel qu'on entend, c'est-à-dire s'asseoir, regarder ses finances, je vais-tu voyager, qu'est-ce que je vais faire de ma vie après ma retraite. C'était un peu diffus, parce que c'est sûr qu'une retraite, quand on a un conjoint aussi, moi, mon mari est un peu plus vieux, donc a pris sa retraite un peu avant moi. C'est sûr que ça amène l'idée de la retraite, puis tranquillement, pas vite, ça fait son petit bout de chemin. Mais au moment où j'ai pris ma retraite comme telle, c'est plus... Tranquillement, pas vite, j'ai comme senti que je devais prendre du recul par rapport à ma vie professionnelle qui avait été quand même assez trépidante. Là, moi, j'ai été gestionnaire de gros organismes et dans le milieu communautaire, j'ai été impliquée en politique, j'ai fait beaucoup de choses, ce qui fait que, à un moment donné, je sentais le besoin de revenir un peu plus à moi, de ralentir. Et là, j'ai bifurqué. Les 2 dernières années de ma vie professionnelle, j'ai été à la maison Michel Sarrazin, notamment au niveau des communications. Je travaillais comme directrice des communications. Et là, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à ralentir. Ça, c'était ma préparation à la retraite. Quel beau hasard! Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai comme un peu planifié ma retraite. OK. Mais tu n'avais pas de plan défini sur ce que tu allais faire. Non, pas comme tel. Pas comme tel, tu laissais aller les choses. C'est ça. Ce que je voulais, c'était vraiment me retirer de toute cette suractivité-là que j'avais eue pendant des années, parce qu'en plus, moi, j'étais une personne monoparentale pendant plusieurs années, même si j'avais un ex-conjoint très impliqué. Il reste que ça nécessitait 3 enfants, en plus des postes de responsabilité. Toujours l'expression « avoir la bourroue dans le toupette », je connaissais ça. Et là, j'avais comme le désir là que le silence se fasse, je dirais, puis que j'ai un retour à moi-même pour me déposer. Ça, c'était important. Peut-être que c'est l'âge qui faisait ça, mais c'est un peu peut-être pas. Puis là, quand tu es arrivé, là, je comprends que tu l'as plus ou moins planifié. C'était plus un désir intérieur. Oui. Mais après, quand tu es arrivé à la retraite, tu as fait quoi? Je dors, je me repose. Bon, je pense que comme à peu près tout le monde qui commence une retraite,
J'ai fait du ménage. Donc, pièce par pièce, j'ai fait du ménage, j'ai élagué des choses. Donc ça, c'était repeinturé, tu replaces ton nid, hein, c'est un peu ça. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait, mais il y avait aussi un projet. Je dirais que c'est le seul projet que j'avais au départ, c'était de terminer un livre que j'avais commencé à écrire il y avait quand même plusieurs années. Et donc, on va avoir la chance d'en parler tantôt parce qu'il a vu enfin le jour. Ça, c'était le seul projet qui m'occupait. Mais une chose qui m'a frappé de plein fouet, parce que vouloir prendre sa retraite et la prendre réellement, c'est pas la même chose. Donc, dans les faits, moi, j'étais quand même une personne très active, puis le travail a toujours occupé une grande place dans ma vie. Donc, était quand même une source d'identification pour moi. Donc, ça a fait que je me suis retrouvée un peu désorientée d'une certaine façon, sans les points de référence que j'avais habituellement à mon travail, à mon réseau social. Oui, les 2-3 premiers mois, c'est le fun, tu fais du ménage, c'est beau, c'est correct, mais après ça, là, moi, j'ai besoin d'avoir plus que tomber dans une société de loisirs, aller jouer au quai ou prendre un lunch avec des copines. J'ai besoin de plus que ça pour que mon sens à la vie soit présent. Donc, c'est là où j'ai eu à comme un peu plus dire, où c'est que je m'en vais avec ça, finalement. Non, là. c'est important. Ouais, c'est ça. Puis, ce que tu as décidé de faire, c'est d'écrire ton livre. Ben, c'est-à-dire que là, j'avais commencé à l'écrire, mais ça, c'est sûr que ça a occupé et ça occupe encore une place importante, là, parce que ce livre-là, c'est quand même un livre qui parle d'intériorité, qui parle de blessures d'enfants. Donc, ça a impliqué de travailler, de retravailler sur... Donc, il y a à peu près eu 75 versions au fil des années. On l'a corrigé et recorrigé parce que mon mari est mon correcteur officiel. Donc, on a énormément travaillé sur ce contenu-là que je suis bien contente aussi de vous présenter ce matin. Là, on va parler de ton livre « Chemin de guérison au cœur de soi », édité avec la maison Le Dauphin Blanc. Oui. Alors, c'est récent, là, tout ce lancement-là, là, Manon, oui. là. Parle-nous-en là, du lancement, puis après, je vais te poser des questions sur le contenu de ton livre. Ben, dans le fond, le lancement a eu lieu le 24 février dernier. On a fait ça au Montmartre, donc en présence d'environ une soixantaine de personnes. Et ce qui est, pour moi, c'était un moment de célébration parce que ce livre-là, ça a pris 18 ans avant qu'il voit le jour. Là, il y a des gens qui me demandent, vas-tu en écrire un autre? Ben là, en tout cas, comprenez que ça se peut que je sois bien vieille parce que pas que j'écris pas vite, là. Peut-être que là, j'ai plus de temps, je pourrais me pencher sur un autre projet, mais l'idée, c'est que c'est quand même un travail de longue haleine. C'est un contenu qui se présente sous la forme d'un récit, mais en même temps qui a une analyse didactique, donc qui permet de tirer des leçons de vie, des clés de guérison, pour justement accompagner, aider les gens qui entreprennent un parcours, un chemin de guérison touchant les blessures d'enfants. Et là, quand je parle de blessures d'enfants, c'est pas nécessairement des traumatismes comme le viol, des agressions ou non, c'est des blessures d'enfants que tous nous avons qui peuvent toucher l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison. Il y a différentes blessures que l'on porte souvent inconsciemment. Donc, à l'intérieur de mon livre, à travers le récit que je fais, les gens, ça permet de revenir à eux pour faire un bout de chemin avec des fois des malaises qui sont... Ouais. Que les gens portent, mais ils identifient pas nécessairement que c'est lié à des blessures d'enfants. Donc, parce que souvent, nos blessures d'enfants, quand on les vit, on occulte cette souffrance-là parce qu'elle est trop souffrante comme enfant. Hein? Comme enfant, on n'a pas le cortex qui nous permet le cerveau est pas suffisamment développé
pour permettre à l'enfant de prendre une distance par rapport à ces blessures-là et de les raisonner. Donc, l'enfant les reçoit en direct, puis quand c'est trop souffrant, il les enfouit pour justement être capable de continuer à vivre, là. Tu as été généreuse aussi dans ton livre. Tu as bien décrit ce que tu as vécu. Oui, c'est ce que tu trouves, oui. Puis, en plus, ça nous portait à nous interroger nous-mêmes sur ce qu'on a vécu. Parce que, comme tu dis, des fois, on s'interroge pas nécessairement. Puis, on a des malaises, puis on sait pas pourquoi. Mais j'ai trouvé que tu as été très généreuse, puis tu apportais des explications aussi. C'est un livre vraiment important, moi, je pense, pour chacune et chacun de nous. Ben merci. Je pense, moi, je l'ai écrit. L'influx premier, là, c'est que moi, ce cheminement-là, même si j'avais fait auparavant, parce que moi, j'ai notamment, là, je vous expliquerai pas tout mon parcours, mais ma mère avait fait de la tuberculose pendant 2 ans, où elle a été internée dans un sanatorium. Là, dans le temps, il y avait quand même une importance. Là, les sanatoriums, il y avait beaucoup de gens là qui devaient être hospitalisés. Donc, elle a été hospitalisée pendant 2 ans, et conséquemment, quand moi je suis venue au monde, on offrait la possibilité aux mères, pour les aider, de bien partir le bébé. Donc, moi, pour bien me partir, on m'a envoyé 3 mois à Montréal. 3 mois à Montréal? 3 mois à Montréal, sans maman, sans papa, sans rien, là, tu sais. C'est que là, vous comprenez qu'aujourd'hui, on va bien partir le bébé, on ferait pas ça comme ça, là. Mais dans le temps, c'était ça. Donc, moi, je me rappelle, je vois une photo, là, le biberon avec c'est enroulé avec une serviette là, puis là moi je bois. Vous comprenez, l'idée c'est que il y a des blessures comme ça, 3 mois. Moi je suis bien consciente que tout cette réalité là que j'ai vécue à ce moment-là a eu un impact majeur dans ma vie relationnelle par la suite. Donc j'en parle un peu, pas de ce 3 mois-là, mais des conséquences que j'ai dû vivre là. Puis comment, à travers ce parcours-là, moi, j'ai découvert ma sensibilité, celle la plus fine, enfouie, cachée et blessée aussi à travers tout ce vécu-là. Et quand ces blessures-là ressurgissent, parce que la vie, elle veut toujours nous amener à plus de vie. Donc, quand ces blessures-là ressurgissent, ça peut arriver particulièrement quand on est face à une épreuve, que ce soit la maladie, que ce soit une séparation, une perte d'emploi. Donc souvent quand on est ébranlé, c'est comme si notre cadre de référence qui tient tout en place là, et comme le pommier est shaké, comme on dirait. Ouais. Et là, il y a comme des fissures qui se font, qui permettent justement à ces parties-là blessées de se montrer à nouveau le visage. Mais ça veut dire qu'il faut aimer ces parties-là blessées. Ben oui. Les accueillir. Tu le parles dans ton livre. Ça, j'aimerais ça que tu nous en parles parce que souvent, on veut pas les voir. C'est ça. Souvent, on se dit, bon, faut que je reste positive, hein? On est dans l'ère de... Tout est... On focus sur le positif. Ouais, mais en gros, c'est que... Je vous donne un exemple. Quand un enfant se blesse, il tombe à terre, puis il s'est tout éraflé le genou... on reste pas positif, là. On fait ce qu'il faut pour le guérir. Hein? Dans le fond, on nettoie, on désinfecte, on pense. Mais quand on a nos blessures d'enfant, c'est un peu la même chose. On peut passer outre, puis ils vont tout simplement retourner, puis s'occulter à nouveau. Et venir parasiter notre vie au présent, là, parce que c'est pas parce que c'est occulté que ça bouge pas, là, cette vie-là qui est souterraine, là. Donc, dans les faits, il faut être en mesure de, quand ça ressurgit, la première chose avec laquelle on entre en contact, c'est la souffrance qui était cachée. Alors, cette souffrance-là, elle est toujours vivante, là. Donc, elle va se manifester de différentes façons, mais on connecte avec ça. Et la façon d'entreprendre, pour moi, en tout cas, ce cheminement de guérison-là, c'était d'abord d'accueillir la souffrance, d'accueillir cette souffrance-là, d'accueillir la petite Manon qui était en bien pire état à bien des égards, et de l'accompagner de façon inconditionnelle dans ce cheminement-là. L'accueil et l'amour, donc être capable de me rassurer, de regarder ce qu'il y avait de caché en dessous de ça, pour être capable d'accueillir et d'aimer ce qui remontait à la surface. Et c'est ça qui a été, comme je dirais, la matière première pour enclencher le processus. C'est ça qui a fait guérir.
c'est un peu comme un enfant qui pleure. Des fois, dans le feu de l'action, quand on est bien occupé comme parent, on a tendance à dire, bon, il va-tu arrêter de brailler, là, tu sais, t'es à bout de ben raide. Mais dans les fêtes, souvent, quand on le prend dans nos bras, qu'on le cajole, ben, il arrête. Tu sais. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu la même chose pour les blessures d'enfant. Il faut se donner le temps de les cajoler, de revenir à soi pour que le temps de guérison se fasse. Puis ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Puis c'est pas une ligne droite non plus. Il y a des mouvements de va-et-vient là-dedans. Mais c'est le livre de ta vie, là. Est-ce que tu crois que tout le monde est capable d'entreprendre ce chemin de guérison-là? Là, on parle à des aînés aussi. Est-ce que tu penses que chaque personne peut faire la même démarche? Je dirais que oui, chaque personne peut faire la même démarche, mais est-ce que chaque personne est disposée? Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, j'avais fait plein de séances de formation, de ressourcement sur comment guérir son enfant intérieur avant d'écrire ça, là. Puis moi, j'étais sûre là, que j'étais dans la voie de la guérison. Mais je me suis rendu compte que j'étais même pas en connexion avec ces blessures-là, finalement, malgré que je veuille. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai pu, à un moment donné, tout d'un coup, connecter à ça? Ben oui, je voulais te poser la question. C'est ça. Miracle! Oui, c'est ça. Ben oui, il y a les épreuves, mais c'est la capacité que l'on a à accueillir de façon inconditionnelle ce qui remonte, fait que ça remonte et que ça peut guérir. Mais quand ces souffrances-là, on ne peut pas connecter parce qu'on d'une certaine façon, notre corps, tout notre être le sait si on est disposé ou non à aller de l'avant dans ce processus curatif-là. Et là, si on n'est pas prêt, ça remonte pas. Même si on fait une démarche avec notre tête et on pense qu'on est bien dedans, bon, on n'est pas dedans pantoute. Parce qu'il y a toute une réalité entre penser, faire un processus, puis le vivre. Mais est-ce que ça veut dire que des fois, on peut jamais être prêt? Oui, ça se peut. Ça se peut. Moi, je donc, tu as été chanceuse. Ben, en tout cas, moi, c'est sûr que ça a toujours fait partie de ma vie, beaucoup cette démarche-là de cheminement intérieur, puis de chercher un bien-être pour être épanoui. Ma mère disait tout le temps, pourquoi tu te questionnes de même, là? Pourquoi tu te casses la tête, là? Moi, je disais, ben, peut-être parce que je vais aider du monde plus tard dans ma vie. Mais l'idée, c'est que moi, ça a toujours, cette quête-là, elle a toujours été présente. Donc, elle se manifeste aussi dans mon livre, là. Alors, je comprends. Est-ce que tu as été voir des professionnels pour te faire aider? C'est sûr qu'à un moment donné, dans ce cheminement-là, je pense qu'il faut pas hésiter quand on en sent le besoin. Parce que des fois, c'est des souffrances qui peuvent être pénibles et difficiles à vivre et nous amener à un état de déséquilibre dans notre vie quotidienne. Et il faut savoir que quand ça remonte, il y a une quantité d'informations avec lesquelles on doit transiger, qui fait partie de notre passé, qu'on n'avait pas du tout conscience, qui vient changer tout notre panorama. Tu sais, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et à un moment donné, oui, je suis allée consulter pendant 2 ans. J'ai eu un suivi qui m'a permis d'avoir un vis-à-vis à qui je pouvais parler, qui m'amenait des feedbacks qui me permettaient de mieux comprendre mon état intérieur, puis aussi je dirais de refaire le puzzle au fur et à mesure que j'avançais, là. Non, je comprends. Ouais. Je comprends très bien. Ça veut dire que ça peut être utile à des personnes. Oui, absolument. Pour pas qu'ils restent pognés avec tout ça, là, parce que là, si tu ressens ça toute seule, puis là, t'as de la misère à prendre ça, faut que tu ailles chercher de l'aide. Qui tu dirais qui serait prêt à aider? Des psychologues, des travailleurs sociaux? C'est ça. Je pense que idéalement, il faut se tourner vers des gens qui ont une certification officielle, là. Donc, sur mon site internet, manonfortinauteur.com, j'ai mis des liens qui sont utiles pour les gens qui veulent faire une démarche puis qui ont besoin d'être accompagnés. Des fois, ça peut être juste, dans un premier temps, de parler à avoir des confidents qui sont fiables, qui sont capables
de nous accompagner sans nous analyser, sans analyser ou sans chercher à nous conseiller ou à nous dire quoi faire, mais plus qui nous accueille. Que ce soit aussi, ça peut être un centre d'écoute pour personnes en difficulté, à un moment donné, d'appeler à une ligne d'écoute. Donc, j'ai mis des coordonnées pour les lignes d'écoute. Il y a les psychologues, travailleurs sociaux. Il y a le gouvernement du Québec là, qui met en ligne, en matière de santé mentale, des ressources qui sont là, des informations. J'ai mis ça sur mon site. Okay. Et parce que quand on parle de santé mentale, on parle pas nécessairement de maladie mentale, mais quand on parle de santé mentale, nous sommes tous touchés par... et c'est la qualité de vie, avoir une bonne santé. Donc, moi, je vais faire un peu de pouce sur ce que tu dis. C'est important pour les gens de dire les choses aussi. Pas de garder ça en dedans, parce que là, ils vont éclater, là. La communication, c'est important. Ah, c'est fondamental. Parce que on dit souvent que ce qui se dit pas, l'expression là, qui dit ce qui s'exprime pas s'imprime. Je pense que c'est fondamental de pouvoir communiquer. Parce que ça permet de le faire évoluer. Ça permet, c'est aussi ça le chemin de guérison, là. Ça permet de donner l'espace à ces blessures-là pour pouvoir exister et pour pouvoir justement poursuivre leur cheminement. Parce que d'une certaine façon, quand elles sont occultées, oui, elles poursuivent un certain cheminement, mais elles sont plus en état de veille d'une certaine façon, latence, et viennent influencer notre présent. Mais là, moi, j'irais même jusqu'à dire que pour les aînés puis tout ça, les centres d'écoute, ça peut être une bonne pratique, une bonne place pour dire des choses s'ils n'ont pas personne à qui se livrer. Si tu n'as pas personne à qui parler, mais tu peux appeler dans un centre d'écoute. C'est sûr que... Est-ce que j'ai raison? Ben absolument. Moi, j'ai été directrice d'un centre d'écoute personnes en difficulté pendant 5 ans. Donc, c'est sûr et certain que la qualité de l'écoute, elle est excellente. Et en plus, vous avez des gens qui peuvent vous donner un sacré bon coup de pouce. Parce que des fois, c'est important d'être capable de dire ce qu'on a à dire, là. Hein? C'est essentiel. De le sortir. Ouais, c'est ça. Je comparerais les blessures d'enfants un peu à un territoire occupé. Un peu quand on parle de la guerre 39-45, si on prend Paris, par exemple, les gens, à un moment donné, les Allemands occupaient la ville de Paris. Donc, c'est une ville qui était sous occupation. Et là, même si c'était des Français qui occupaient le territoire, il reste que la vie était au pas cadencé de la réalité allemande. C'est un peu ça. Les blessures d'enfants, c'est un peu comme si nos blessures occupent notre territoire notre territoire est comme parasité parce que ces parties-là de nous-mêmes, on peut pas les récupérer. On les récupère pas. Donc, c'est important de pouvoir, reprendre possession de ce territoire occupé par nos blessures et de leur permettre de guérir pour revenir de cet exil-là, d'une certaine façon. Alors, as-tu un centre d'écoute pour les auditrices et auditeurs, là, en nommes-tu des centres d'écoute là, pour qu'ils sachent, là? Dans les faits, je n'ai pas de centre d'écoute ici à Québec, mais sur mon site Internet, j'ai mis vous avez tous les centres d'écoute du Québec, là. OK. Donc, à ce moment-là, les gens, en fonction de l'endroit où ils sont en mesure de sélectionner un centre d'écoute dans leur région. OK. Ouais. Peux-tu rappeler ton adresse courriel pour que les gens aillent le voir? Oui, c'est Manon Fortin, auteur avec un e.com. Et il y a quantité d'informations sur mon site aussi. Oui, parce que je pense que c'est important là, pour tout le monde de se ressentir, puis de pas se juger, puis dire les choses, parce que le jugement, c'est pas nécessairement la bonne chose. Non, puis je dirais aussi que toute la question de l'écoute intérieure est très importante dans ce cheminement-là, parce qu'aujourd'hui, la vie va quand même vite. Même si on est retraité, souvent les retraités ont des agendas assez bien remplis. Et à ce moment-là, je donnerais l'exemple de l'écoute, comme par exemple, le soir, vous fermez votre téléviseur. Vous avez écouté la télé,
t'as un certain volume. Le matin, vous ouvrez la télé, tu dis, hey, le volume est donc bien fort. Étrangement, c'est un peu ça quand, avec la vie courante, c'est comme si nos sens étaient suroccupés, puis on est comme pas capable, on a de la difficulté à entendre notre propre vie intérieure. Et quand on parle de cheminement pour la guérison des blessures d'enfants, c'est important d'avoir de raffiner notre écoute pour être capable de voir au-delà qu'est-ce qu'on porte là. Donc c'est pour ça que on voit que le matin nos sens sont affinés parce qu'ils sont décongestionnés de tout ce qu'on a vécu. Ben, d'une certaine façon, de revenir à soi, de se déposer, de prendre le temps d'être en silence, occasionnellement. Je vous dis pas de devenir des moines retirés dans le désert, mais de prendre un temps d'arrêt pour revenir à soi, ben, ça permet justement de découvrir des choses puis de voir qu'il peut y avoir des fantômes dans le placard. Je voudrais, parce que là, on va terminer bientôt, si les gens veulent lire ton livre, Chemin de guérison au cœur de soi, ils veulent le lire parce qu'ils considèrent que c'est important, où est-ce qu'il faut qu'ils s'adressent? Ben, dans le fond, il est disponible dans toutes les librairies du Québec. Donc, vous allez chez Renaud-Bré ou à votre libraire du coin. En principe, le livre, il est là. Et s'il n'est pas là, ben c'est toujours possible. Le libraire peut le commander. Et vous pouvez le commander en ligne aussi à la maison d'édition, les éditions Le Dauphin Blanc. Donc, c'est possible de le faire. Puis sur mon site, vous avez des liens pour justement qui dirigent vers la maison d'édition. Et une autre chose que je suis bien fière, puis ça, je remercie beaucoup ma maison d'édition, puis mon distributeur aussi, Prologue, pour le livre sera diffusé aussi en France, en Suisse, en Belgique au mois de mai. Donc, ça, c'est merveilleux. C'est un beau cadeau. C'est merveilleux. Alors, moi, je termine en disant que Manon, on va probablement faire un café rencontre avec Manon sur l'intériorité, l'importance de bien rentrer à l'intérieur de nous. Alors, vous serez avisés de ça parce que je pense qu'on peut pas laisser ça comme ça, là. Il faut continuer. Bien, merci beaucoup, Judith, pour l'accueil ce matin. Alors, merci à tout le monde et puis bonne semaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.